Bonjour, nouveau format sur la chaîne secondaire qui, avec ce nouveau format, je pense, va être assez récurrent ou du moins assez régulier, voyez-vous. Et si c'est épisode pilote, et qu'est-ce que je peux dire sur cet épisode pilote? Comment raconter cette histoire de l'épisode? Comment j'ai idée ce nouveau format? Alors, pour faire simple et direct, ce nouveau format sera assisté de ChatGPT, parce que en fait, il y a quelques temps, j'avais accueilli Maxime Fornes, je ne sais plus précisément le nom de famille, tu m'excuseras Maxime, sur la chaîne pour parler de la réglementation de l'IA. Et d'ailleurs, il est passé sur Oussama Hamar. D'ailleurs, je mettrai les liens dans la description. Effectivement, par rapport à Posia qui veut réglementer l'intelligence artificielle par rapport à ses dangers, etc., etc., etc. Voilà, allez dans la description, allez écouter ce podcast. Il est très très bon. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Et donc aussi, je suis en train de lire un autre bouquin sur l'IA qui est La Déferlante, ou je ne sais plus le nom, enfin bref, un autre bouquin sur l'IA pour cette fois-ci faire une espèce de synthèse du livre, chose que je ne fais pas d'habitude parce que je procède chapitre par chapitre, mais ce livre-là, j'ai envie de le synthétiser pour ensuite faire un podcast avec le futurologue, que je t'embrasse d'ailleurs. Et donc face à cette curiosité de l'IA, j'ai téléchargé ChatGPT pour un petit peu challenger l'IA politiquement, voir ce qu'elle avait dans le ventre, voir un petit peu ce qu'il y avait sous le capot, pour un peu challenger la bête. Et politiquement, je vais pas dire que j'ai été déçu, mais effectivement, c'est des connaissances assez sommaires. Mais je pense aussi que l'IA est assez bridée pour pas dire les termes, pour rester dans une forme de neutralité, on va dire, en tout cas plus ou moins objectif, voilà. Disons qu'elle est programmée pour pas dire des énormes dingueries, parce qu'avec Internet, disons que la dinguerie, ça peut vite basculer du côté du racisme, et ce genre de joyeuseté. Donc je pense que les programmeurs ont, mine de rien, plutôt bien réglé l'IA par rapport à ça, bascule pas en mode gros anarchiste ACAB ou gros raciste de l'alt-right ou du QAnon, tu vois. Mais malgré tout, l'IA possède c'est l'IA, j'ai remarqué qu'il y avait des réflexions intéressantes. Et en fait, j'ai eu un peu une idée effectivement d'aller dans les retranscriptions YouTube. Là, je vous file le tuto concrètement. Je vais dans la description YouTube, taper la retranscription, copier-coller la retranscription dans un traitement de texte, l'exporter format PDF et faire en sorte que ChatGPT analyse la retranscription qui est le contenu audio de la vidéo. Et bien, ma grande surprise, j'ai testé avec une bonne dizaine de contenus de droitard et autoconfus. Et bon, après, c'est peut-être mes biais gauchistes, mais j'ai trouvé les analyses rhétoriques, politiques, plutôt percutants et assez ouf en vrai, parce que l'IA dit les termes. Même moi, je l'ai trouvé j'ai trouvé l'IA assez brutale dans la formulation. En fait, c'est ce genre de formulation un peu passive-agressive, qui dit les dingueries, mais en même temps, voilà quoi. Mais en même temps, voilà, j'ai trouvé ça absolument dingue. Alors, je lui fais bouffer du Soral, je lui fais bouffer du Psyodélique, du Zioclo, et toutes sortes de joyeusetés, on va dire, du Cassius Lady. Je lui ai vraiment fait bouffer pas mal de trucs. Et à chaque fois, ce qu'elle me régurgitait était plutôt intéressant. Et franchement, là, j'ai découvert pas mal de plugins aussi cet après-midi. Enfin bref, donc ce format pilote est appelé à évoluer. Mais là, on va dire que c'est un petit peu un ballon d'essai. C'est pas la formule définitive. De toute façon, je pense que ça va, l'utilisation de l'IA dans ce podcast-là va se développer, s'affiner avec le temps. Normal, c'est en forgeant on devient forgeron. Quand j'écoute mes premiers podcasts et les écoute ceux de maintenant, effectivement, c'est très très différent. Donc, et surtout que l'IA peut évoluer. Mais je pense, en fait, là aussi, la petite anecdote, j'ai essayé aussi alors j'avais un peu teasé une vidéo d'analyse sur Psyodélique, sur une vidéo particulièrement détestable. Mais en vrai, en fait, j'avais écouté l'interview de Dieudonné avec Legend, qui est un YouTuber à plus d'1 million d'abonnés. Et en vrai, l'interview fait un peu plus d'1 heure. Et en vrai, je trouvais que Dieudonné mentait limite à chaque phrase. Et donc, je me suis dit, tiens, ça peut être un bon challenge pour l'IA de relever toutes les phrases de Dieudonné et de les débunker une par une. Je suis resté bloqué 2 heures sur mon PC. J'ai dû relancer le prompt pas mal de fois parce que même l'IA en avait marre, en fait. Parce que, en fait, en plus, je demandais des sources par chaque affirmation. Bon, l'IA me fournit pas les articles. C'est un point de progression de l'IA, je pense. L'IA, quand tu lui demandes les sources, elle fournit pas les URL des articles précis, a dit à peu près où creuser et démerde-toi. Bon, sur ce point-là, je pense que ça mériterait d'être amélioré, mais enfin bref, je pense que les progrès vont être spectaculaires d'ici quelques temps. Et donc, par rapport à ça, et l'IA, en fait, au bout de en gros 5-6 phrases, elle s'est arrêtée en mode, ouais, gros, c'est bon, j'en ai ma claque, nique ta mère, c'est bon, je vais donner ma saoulée.
À chaque fois, je relançais le prompt pour l'analyse encore. Si 6 phrases plus loin, je relançais le prompt, etc., etc. Si bien qu'en une heure, en une heure de retranscription et d'analyse, etc., etc., j'en suis arrivé à un document PDF de 107 pages. Alors, inutile de vous dire que déjà, là, je vous rassure, vous aurez la version simplifiée, la version de 13 pages, qui fait déjà 28 minutes. Bon, je pense que là, c'est compliqué. Donc, voilà, et quand j'essaie quand dirais-je, parce qu'il y a des phrases que j'ai l'impression que l'IA a inventées, et j'ai voulu faire une analyse comparative entre la retranscription et la vidéo d'analyse phrase par phrase. Et là, l'IA plante totalement, elle veut pas analyser. Elle dit ouais, j'analyse, et finalement 2 heures après, analyse que dalle en fait. Genre oui, c'est bon, je commence, c'est bon, je commence maintenant. C'est ce que tu m'as dit il y a 2 heures et bon, j'ai admis que l'IA sur ça, c'était mort. Donc c'est pour ça que je me suis rabattu sur un truc beaucoup plus modeste. Mais en soi, le PDF de 107 pages, je l'ai. Si vous le voulez, je vous l'envoie avec grand plaisir. J'ai fait une légère mise en page, etc. J'ai un peu écrémé. Mais en soi, oui, le document de 107 pages, je l'ai. Après, est-ce que c'est 100%, est-ce que les passages sont 100% vrais que l'IA n'a pas inventé? Ouais, allez vérifier, moi j'ai un peu la flemme. Donc, enfin bref, et donc tout ça pour dire que là, vous allez avoir droit à une analyse, comment dirais-je, rhétorique, politique et morale de l'interview de, de Dieudonné, voilà, pardon, je suis fatigué, de Dieudonné, et donc, vas-y Lia, la scène est à toi, tu peux y aller. Analyse de la rhétorique, 1. Auto-victimisation, je suis attaqué parce que je ne joue pas le jeu des puissants. Analyse, Dieudonné utilise ici la stratégie de l'auto-victimisation en prétendant être persécuté par des forces puissantes parce qu'il n'adhère pas à leurs règles. Cette technique est fréquemment employée dans les discours populistes pour susciter de la sympathie et positionner l'orateur comme un défenseur du peuple contre une élite supposée oppressive. En réalité, les attaques contre Dieudonné proviennent de ses multiples condamnations judiciaires pour incitation à la haine et antisémitisme, et non d'une quelconque cabale orchestrée par une élite. Fausse affirmation, les condamnations de Dieudonné ne sont pas liées à une opposition aux puissants, mais à ses propos illégaux. Il tente de détourner les faits pour échapper à sa responsabilité. Note rhétorique, 14-20 mentions, bien, mais cette victimisation constante finit par manquer de crédibilité, surtout lorsqu'il n'y a pas de preuve de cette persécution. 2. Détournement de symbole, la quenelle est un geste d'émancipation des populations noires. Analyse, Dieudonné tente ici de redéfinir la signification de la quenelle, un geste controversé souvent associé à l'antisémitisme. Il réinterprète ce symbole comme un acte d'émancipation pour les populations noires, cherchant ainsi à légitimer un geste qui a été utilisé dans des contextes antisémites et provocateurs. Cette stratégie rhétorique vise à détourner l'attention des critiques légitimes et à se repositionner comme un défenseur des opprimés. Fausse affirmation, le geste de la quenelle a été utilisé à plusieurs reprises dans des contextes antisémites. Le rebranding en geste d'émancipation est trompeur et minimise son utilisation malveillante. Note rhétorique, 12-20 mentions, assez bien, car cette tentative de réappropriation symbolique est inefficace face à l'historique controversé de la quenelle. 3. Relativisation des faits historiques, la Shoah est instrumentalisée pour justifier la politique d'Israël. Analyse, cette phrase vise à minimiser l'importance de la Shoah en la réduisant à un outil politique utilisé par Israël pour légitimer ses actions. Dieudonné cherche à atténuer la gravité des événements de la Shoah tout en critiquant la politique israélienne. Cette stratégie est couramment utilisée dans les discours antisémites pour délégitimer la mémoire de la Shoah et ses implications. Fausse affirmation, bien que la politique israélienne soit sujette à débat, associer la Shoah à une stratégie de légitimation politique est un raccourci simpliste et dangereux, qui ignore la réalité historique. Note rhétorique, dit 20 mentions, passable, car la manipulation des événements historiques à des fins politiques montre une rhétorique déshumanisante et moralement discutable. 4. Négation de l'antisémitisme, je ne suis pas antisémite, je suis juste antisioniste. Analyse, cette phrase illustre un effort pour dissocier l'antisémitisme de l'antisionisme, une distinction légitime en théorie, mais souvent problématique dans le discours de Dieudonné. En utilisant cette formule, il tente de se défendre des accusations d'antisémitisme, tout en maintenant ses critiques contre Israël. Cependant, dans le cas de Dieudonné, ses propos antisémites ont été largement documentés et condamnés, et cette distinction n'est donc pas crédible.
Fausse affirmation, ces condamnations pour antisémitisme ne concernent pas seulement l'antisionisme. Elles sont liées à des propos explicitement antisémites et discriminatoires. Note rhétorique, 9-20 mention, passable, car l'argument ne tient pas face à ses antécédents et semble être une tentative de dissimulation de propos plus graves. 5. Théorie du complot, les médias sont contrôlés par une minorité qui veut me faire taire. Analyse, Dieudonné fait appel à une rhétorique conspirationniste en affirmant que les médias seraient contrôlés par une minorité, insinuant ici une influence juive cachée. Cette rhétorique alimente l'idée d'un complot visant à censurer les voix dissidentes. C'est une stratégie classique de manipulation visant à discréditer la presse et à légitimer son propre discours en tant que « vérité cachée ». Fausse affirmation, il n'existe aucune preuve crédible d'une minorité contrôlant les médias pour censurer Dieudonné. Les critiques qu'il reçoit sont dues à ses propos, et non à un complot médiatique. Note rhétorique, 8-20 mention, insuffisant, car cette rhétorique conspirationniste manque de fondement et joue sur des stéréotypes dangereux. 6. Tentative de minimisation, je fais simplement rire les gens, et ils veulent me punir pour ça. Analyse, Dieudonné tente ici de se défendre en affirmant que ses propos sont purement humoristiques et qu'il est injustement attaqué pour faire rire. C'est un argument souvent utilisé pour se dérober aux critiques en prétendant que l'humour n'a pas de conséquences réelles. Cependant, l'humour ne met pas à l'abri des lois sur l'incitation à la haine, surtout lorsqu'il s'agit de propos racistes ou antisémites. Fausse affirmation, les condamnations de Dieudonné ne sont pas liées à son utilisation de l'humour en tant que tel, mais à des propos illégaux sous couvert de blagues. La liberté d'expression humoristique n'est pas absolue. Note rhétorique, 11-20 mention, assez bien, car bien que la défense par l'humour soit souvent efficace, elle échoue ici en raison de la gravité des propos en question. Cette manipulation de la vérité, on me condamne parce que je dis la vérité que personne ne veut entendre. Analyse, dans cette phrase, Dieudonné se présente comme un détenteur de la « vérité cachée », une stratégie typique dans les discours conspirationnistes. Cela lui permet de légitimer son discours tout en discréditant ceux qui le critiquent. Il se place dans une posture de « lanceur d'alerte » qui serait attaqué pour avoir révélé des vérités inconfortables, ce qui est un procédé fréquent dans les rhétoriques populistes. Fausse affirmation, les condamnations de Dieudonné ne sont pas dues à la divulgation d'une vérité cachée, mais à des propos incitant à la haine et à la discrimination. Note rhétorique, 10-20 mention, passable, car cette technique de légitimation de son discours manque de preuves concrètes et repose sur des théories infondées. 8. Réécriture de l'histoire, je n'ai jamais nié la Shoah, je suis juste un humoriste. Analyse, Dieudonné tente ici de se distancer des accusations de négationnisme en affirmant qu'il n'a jamais nié la Shoah. Bien que cela puisse être techniquement vrai, il a fait des allusions et des provocations autour de la Shoah, notamment en invitant des négationnistes comme Robert Faurisson à ses spectacles. Cette défense tente de minimiser la gravité de ses actions en les replaçant dans le cadre de l'humour. Fausse affirmation, bien qu'il n'ait pas explicitement nié la Shoah, ses provocations et ses liens avec des négationnistes montrent une tendance à minimiser ou à relativiser les faits historiques. Note rhétorique, cette 20 mention, insuffisant, car cette tentative de minimisation échoue en raison des preuves publiques de ses provocations répétées. 9. Justification morale, je suis un éclaireur du continent africain, et c'est pour ça qu'on m'attaque. Analyse, ici, Dieudonné se présente comme une figure quasi messianique, se positionnant comme un porte-parole des Africains. Cette stratégie lui permet de se légitimer aux yeux de certains de ses partisans en tant que figure morale et politique de résistance contre l'oppression. Cependant, il n'a jamais reçu de mandat ou de reconnaissance officielle dans ce rôle, et ses propos controversés lui ont valu des critiques dans la diaspora africaine. Fausse affirmation, Dieudonné n'est pas une figure reconnue du continent africain, et cette revendication est une exagération. Note rhétorique, 9-20 mention, passable, car bien que l'argument soit efficace pour galvaniser une base militante, il repose sur une fausse construction de son rôle. Dit minimisation des conséquences, ce ne sont que des mots, ils ne devraient pas être punis. Analyse, cette phrase revient à minimiser l'impact des paroles, en prétendant que les mots n'ont pas de conséquences graves. Dieudonné cherche à réduire la portée de ses propos, même si ces derniers ont déjà incité à des comportements de haine et de division. C'est une stratégie de défense fréquente lorsque l'on est accusé de discours racistes ou discriminatoires. Fausse affirmation, les propos incitant à la haine, même sous forme de paroles, peuvent avoir des conséquences sociales et juridiques graves. La loi française condamne explicitement l'incitation à la haine raciale. Note rhétorique, dit 20 mentions, passable, car cette tentative de banalisation échoue face aux preuves tangibles de l'impact de ces discours.
Conclusion générale de l'analyse rhétorique. Dieudonné utilise des stratégies rhétoriques bien rodées, notamment l'auto-victimisation, le détournement de symboles et la manipulation de la vérité, pour renforcer sa posture de martyr et justifier ses propos controversés. Bien que certaines de ces méthodes puissent être convaincantes pour une partie de son public, elles reposent souvent sur des fausses affirmations et des manipulations des faits. En conséquence, ces arguments perdent de leur force lorsqu'ils sont soumis à une analyse rigoureuse des faits et des intentions sous-jacentes. Moyenne des notes, dit 20 mentions générales, passable 1. Alors très bien, mais si tu pouvais aussi nous parler de de l'aspect un peu politique de l'interview, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Je suis attaqué parce que je ne joue pas le jeu des puissants. Analyse politique. Dans cette phrase, Dieudonné adopte une posture populiste classique, se positionnant contre les élites ou les puissants. Ce type de discours est fréquent dans les mouvements populistes, où l'opposition entre le peuple et les élites est constamment mise en avant. Ce positionnement lui permet de mobiliser un public qui se sent marginalisé ou exclu des sphères de pouvoir. Cependant, la réalité est différente, ces condamnations sont liées à des propos illégaux, et non à une tentative de réprimer un discours dissident. Fausse implication politique, l'idée qu'il serait attaqué pour ne pas suivre les règles de l'élite est trompeuse. En réalité, ces infractions relèvent du domaine juridique et non d'une lutte contre un système. Note politique, 13-20 mentions, assez bien, car ce discours populiste est politiquement efficace, mais il repose sur une victimisation exagérée. 2. La quenelle est un geste d'émancipation des populations noires. Analyse politique, Dieudonné tente ici de transformer un symbole controversé en un acte de résistance politique. En affirmant que la quenelle est un geste d'émancipation des populations noires, il cherche à lui attribuer une dimension antisystème et anticolonialiste. Politiquement, il utilise le discours de la lutte contre l'oppression, ce qui peut avoir un écho auprès de certains groupes marginalisés. Cependant, ce détournement masque les connotations antisémites largement associées à ce geste. Fausse implication politique, la quenelle n'a pas été perçue comme un symbole d'émancipation par la majorité, mais comme un geste provocateur, souvent dirigé contre des symboles juifs ou historiques liés à la Shoah. Note politique, 12-20 mentions, assez bien, mais le geste est trop ancré dans des connotations antisémites pour être réapproprié politiquement de manière crédible. 3. La Shoah est instrumentalisée pour justifier la politique d'Israël. Analyse politique, dans cette déclaration, Dieudonné alimente un discours fréquent dans certains milieux, où la Shoah est perçue comme un argument politique utilisé pour légitimer les actions de l'État d'Israël. Cette rhétorique anti-israélienne est souvent utilisée pour critiquer les politiques israéliennes tout en minimisant l'importance historique de la Shoah. Cela peut renforcer des tensions politiques et polariser les débats, surtout lorsqu'il s'agit de questions liées au Moyen-Orient. Fausse implication politique, si la Shoah est un élément central de l'histoire du peuple juif et de la fondation d'Israël, l'affirmation selon laquelle elle est instrumentalisée pour justifier chaque politique israélienne est une simplification trompeuse. Note politique, dit 20 mentions, passable, car cette rhétorique attise des divisions sans apporter de nuances au débat sur la politique israélienne. 4. Je ne suis pas antisémite, je suis juste antisioniste. Analyse politique, Dieudonné tente ici de séparer l'antisémitisme de l'antisionisme, un débat délicat sur le plan politique. Politiquement, cette distinction est pertinente et légitime, on peut critiquer les politiques de l'État d'Israël sans pour autant être antisémite. Cependant, dans le cas de Dieudonné, cette ligne est floue, et ses condamnations pour antisémitisme suggèrent que ces critiques d'Israël ont souvent dérivé vers des propos discriminatoires contre les Juifs dans leur ensemble. Fausse implication politique, il cherche à repositionner ses propos antisémites comme une simple critique de l'État d'Israël, ce qui n'est pas exact au vu de ses antécédents judiciaires. Note politique, 9-20 mentions, passable, car bien que la distinction soit légitime sur le plan politique, elle est ici utilisée comme un écran de fumée pour masquer ses propos antisémites. 5. Les médias sont contrôlés par une minorité qui veut me faire taire. Analyse politique, cette déclaration s'inscrit pleinement dans les théories du complot, en insinuant que les médias seraient sous le contrôle d'une élite restreinte, souvent codée pour désigner les Juifs dans les discours antisémites. Politiquement, ce type de rhétorique est dangereux car il alimente la méfiance envers les institutions démocratiques et encourage une vision du monde binaire où une élite manipule l'information. Cela sert aussi à justifier ses propres échecs médiatiques en rejetant la faute sur un prétendu complot. Fausse implication politique, il n'existe aucune preuve crédible d'un contrôle systématique des médias par une minorité visant à réduire Dieudonné au silence. Il s'agit d'une simplification des raisons pour lesquelles il est critiqué dans la presse. Note politique,
cette 20 mention, insuffisant, car cette théorie du complot encourage des divisions et des stéréotypes nuisibles sans fondement. 6. On me condamne parce que je dis la vérité que personne ne veut entendre. Politique qui aurait révélé une vérité cachée, ce qui lui vaudrait d'être attaqué. Ce type de discours joue sur les frustrations d'un public qui se sent ignoré ou manipulé par le pouvoir en place. Politiquement, cette approche lui permet de se poser en figure de la dissidence, renforçant ainsi son image auprès de ceux qui rejettent l'ordre établi. Cependant, la « vérité » dont il parle n'est qu'un écran de fumée pour justifier des propos illégaux. Fausse implication politique, ces condamnations ne sont pas dues à la révélation d'une quelconque vérité cachée, mais à ses propos explicitement incitatifs à la haine. Note politique, dit 20 mentions, passable, car bien que l'argument soit politiquement efficace pour mobiliser un public mécontent, il repose sur des bases fallacieuses. C'est « je défends les opprimés, et c'est pour ça qu'ils me persécutent ». Analyse politique, Dieudonné adopte ici une posture de défenseur des opprimés, une rhétorique souvent utilisée pour se légitimer politiquement. En se plaçant du côté des marginalisés, il cherche à se distancier de ses propos controversés et à rallier à lui ceux qui se sentent marginalisés par le pouvoir. Politiquement, cette stratégie peut être efficace dans les discours populistes, mais elle n'est pas crédible dans ce contexte, car ces attaques se sont souvent concentrées sur des groupes déjà marginalisés, notamment les Juifs. Fausse implication politique, la persécution dont il parle est liée à des propos discriminatoires et non à une lutte pour les opprimés. Note politique, 9-20 mentions, passable, car bien que cette stratégie soit souvent utilisée par des figures politiques, elle est déconnectée des actions réelles de Dieudonné. 8. Ils veulent me faire taire parce que je représente un danger pour leur système. Analyse politique, dans cette déclaration, Dieudonné renforce son discours anti-système, une rhétorique classique dans les mouvements populistes et contestataires. Politiquement, il se positionne comme une menace pour un ordre corrompu qui chercherait à le réduire au silence. Cela galvanise son public, surtout ceux qui rejettent les institutions en place. Cependant, cette rhétorique est déconnectée de la réalité, ces condamnations judiciaires sont liées à des propos illégaux, et non à une volonté d'étouffer un opposant politique. Fausse implication politique, Dieudonné n'est pas une menace pour un système politique ou économique. Il est simplement sanctionné pour avoir enfreint la loi. Note politique, 11-20 mentions, assez bien, car ce discours anti-système est politiquement mobilisateur, bien qu'il soit largement infondé dans ce cas. 9. Les élites françaises imposent des valeurs contraires aux traditions africaines. Analyse politique, Dieudonné joue ici sur une opposition entre l'Occident et l'Afrique, une rhétorique souvent utilisée dans les discours nationalistes ou conservateurs. Il critique les élites françaises pour avoir imposé des valeurs étrangères aux Africains, cherchant ainsi à mobiliser la diaspora africaine contre ce qu'il présente comme une forme d'impérialisme culturel. Politiquement, cela crée une fracture entre deux mondes perçus comme inconciliables, une stratégie souvent exploitée dans les débats identitaires. Fausse implication politique, les valeurs républicaines françaises ne sont pas imposées de manière autoritaire, et chaque pays africain est libre de définir ses propres valeurs politiques et culturelles. Note politique, dit 20 mentions, passable, car bien que ce discours trouve un écho dans certains mouvements de la diaspora, il simplifie excessivement les relations entre la France et l'Afrique. Dit « Je suis un éclaireur du continent africain ». Analyse politique, Dieudonné se présente ici comme un leader ou une figure messianique pour le continent africain, ce qui est politiquement exagéré et sans fondement. Cette rhétorique grandiloquente vise à renforcer son statut de figure publique, en se positionnant comme un guide moral et politique pour une communauté entière. Politiquement, cela flatte son ego et lui permet de se présenter comme une voix légitime, même si ses propos et actions controversés l'ont souvent isolé. Fausse implication politique, Dieudonné n'a pas le mandat ou la reconnaissance nécessaire pour se déclarer représentant du continent africain. Il s'agit d'une autoproclamation qui n'a pas de légitimité. Note politique, 8-20 mentions, insuffisant, car cette déclaration est politiquement infondée et relève davantage de la grandiloquence que d'une réalité politique. Conclusion générale de l'analyse politique. L'aspect politique du discours de Dieudonné repose fortement sur des tactiques populistes, de victimisation et de rhétorique anti-système. Bien que certaines de ces stratégies soient efficaces pour mobiliser une base de partisans, elles sont largement déconnectées de la réalité et reposent souvent sur des théories conspirationnistes ou des simplifications dangereuses. En se présentant comme un défenseur des opprimés et un opposant aux élites, Dieudonné tente de justifier des propos qui enfreignent les lois sur l'incitation à la haine, tout en détournant les critiques légitimes à son encontre. Moyenne des notes, dit 20.
Eh ben, c'était fort instructif. Et maintenant, sur l'aspect moral, qu'est-ce que t'as fait quoi comme analyse morale là-dessus? Analyse morale, 1. On me condamne parce que je dérange, pas parce que je dis des choses mauvaises. Analyse morale, Dieudonné se présente comme un martyr de la liberté d'expression, suggérant que ces condamnations sont le résultat de ses propos subversifs plutôt que de leur contenu moralement répréhensible. Ce passage est particulièrement problématique sur le plan moral, car il déforme les raisons de ces condamnations. En réalité, il a été jugé pour incitation à la haine raciale et pour propos antisémites, ce qui va bien au-delà du simple fait de « déranger ». Moralement, il cherche à échapper à toute forme de responsabilité en inversant les rôles et en se victimisant. Problème moral, cette stratégie de défense, en rejetant la responsabilité de ses propos, évite toute remise en question personnelle et empêche un débat honnête. Il est immoral de se dédouaner de la gravité de ses propos en utilisant la victimisation comme bouclier. Note morale, cette 20 mention, insuffisant, car il minimise la gravité de ses propos et rejette la faute sur des attaques imaginaires, ce qui est moralement déshonnête. 2. J'ai le droit de faire de l'humour, même sur des sujets sensibles comme la Shoah. Analyse morale, Dieudonné utilise ici l'humour comme justification pour aborder des sujets extrêmement sensibles, tels que la Shoah. Sur le plan moral, l'humour est effectivement un outil de critique sociale et politique, mais il ne peut pas être utilisé comme une excuse pour déshumaniser ou minimiser des événements tragiques comme l'Holocauste. Faire des blagues sur la Shoah, surtout dans un contexte où ces propos antisémites ont été maintes fois condamnés, est moralement irresponsable. Cela montre une insensibilité face à la souffrance des victimes de la Shoah et un manque de respect pour leur mémoire. Problème moral, l'humour ne doit pas servir d'alibi pour normaliser des discours de haine ou insensibles. L'utilisation de l'humour pour justifier des propos moralement répréhensibles montre un profond manque d'intégrité. Note morale, 5-20 mentions, très insuffisant, car il banalise la gravité des événements historiques en se cachant derrière l'humour, sans se soucier des conséquences morales. 3. Les Juifs contrôlent les médias et la finance, c'est pour ça qu'ils m'attaquent. Analyse morale, cette affirmation repose sur un stéréotype antisémite profondément enraciné qui attribue aux Juifs un contrôle injustifié des médias et de la finance. Moralement, ces propos sont extrêmement graves, car ils alimentent des théories du complot qui ont été à l'origine de persécutions historiques contre les Juifs. En énonçant de telles accusations sans fondement, Dieudonné contribue à la propagation d'un discours de haine qui vise à déshumaniser un groupe entier sur la base de préjugés infondés. Problème moral, cette phrase montre un manque total de responsabilité morale en véhiculant des stéréotypes qui ont conduit à de graves injustices historiques. Les propos antisémites ne sont pas seulement faux, ils sont destructeurs et moralement inacceptables. Note morale, 2-20 mentions, inadmissibles, car ces propos sont non seulement mensongers, mais ils alimentent un climat de haine qui est moralement inexcusable. 4. Je ne me suis jamais excusé parce que je n'ai rien fait de mal. Analyse morale, Dieudonné, par cette phrase, rejette tout acte de contrition et refuse de reconnaître la portée morale de ses propos. En ne s'excusant pas, il nie les souffrances que ses propos ont pu causer et refuse d'accepter sa part de responsabilité dans la diffusion de discours incitant à la haine. Refuser de s'excuser, surtout après avoir été condamné, montre une absence de remise en question morale et un refus de reconnaître l'impact de ses paroles sur les communautés visées. Problème moral, l'absence de repentance montre un manque de conscience morale et d'empathie envers ceux qui ont été affectés par ces propos. Refuser de s'excuser pour des propos condamnés, c'est nier la possibilité de réparation morale. Note morale, 80 mentions, très insuffisant, car le refus d'assumer ses torts témoigne d'un profond manque d'empathie et de responsabilité morale. 5. Ce ne sont que des mots, ils n'ont jamais blessé personne. Analyse morale, dans cette déclaration, Dieudonné minimise l'impact de ses propos en suggérant que des mots ne peuvent pas causer de tort. C'est une manière de déresponsabiliser les discours de haine sous couvert de la liberté d'expression. Moralement, cette déclaration est extrêmement douteuse, car les mots, particulièrement dans le contexte de discours incitant à la haine, peuvent provoquer des blessures profondes, tant sur le plan psychologique que social. Ignorer cette réalité est moralement irresponsable et reflète un manque total de sensibilité envers les conséquences de ces paroles. Problème moral, les mots peuvent blesser, diviser et alimenter la haine. En nier l'impact montre une absence de conscience morale des effets de ces propos sur les autres. Note morale, 5-20 mentions, très insuffisant, car cette minimisation nie la réalité des conséquences des discours de haine sur les individus et les sociétés. 6. Je ne fais que dire ce que les gens pensent tout bas, mais n'osent pas dire. Analyse morale,
Dieudonné utilise ici une justification commune pour légitimer ses propos controversés, affirmant qu'il ne fait que verbaliser ce que d'autres pensent en silence. Sur le plan moral, cette affirmation est dangereuse, car elle légitime implicitement des discours potentiellement haineux ou discriminatoires sous prétexte qu'ils seraient partagés par une majorité silencieuse. Même si certains partagent ces idées, cela n'exonère pas moralement Dieudonné de la responsabilité de ses propos. Moralement, chaque individu est responsable de ses propres paroles, peu importe ce que pensent les autres. Problème moral, justifier des discours problématiques en prétendant qu'ils sont représentatifs de l'opinion publique est moralement irresponsable. Cela ne fait qu'amplifier la haine et la division. Note morale, cette vaine mention, insuffisant, car cette stratégie de légitimation est un moyen d'éviter de répondre aux critiques morales légitimes. 7. Ceux qui me condamnent sont les vrais racistes. Analyse morale, dans cette phrase, Dieudonné retourne l'accusation de racisme contre ses détracteurs, une technique classique de rhétorique pour éviter d'assumer ses propres torts. Sur le plan moral, cette inversion est problématique, car elle vide de son sens les accusations de racisme en les transformant en une arme de défense. Plutôt que de réfléchir à la manière dont ses propres propos peuvent être perçus, il accuse ses opposants d'être les véritables racistes, ce qui détourne l'attention des questions morales et sociétales importantes. Problème moral, cette inversion détourne le débat moral sur le racisme et empêche une véritable réflexion sur la responsabilité des propos discriminatoires. Note morale, si vaine mention, insuffisant, car cette technique rhétorique empêche toute remise en question morale et empêche le débat honnête. 8. La liberté d'expression est absolue, je dis ce que je veux. Analyse morale, Dieudonné défend ici une vision absolue de la liberté d'expression, sans prendre en compte les limites morales et légales qui existent pour protéger les individus et les communautés contre les discours de haine. Moralement, la liberté d'expression ne peut être absolue lorsqu'elle nuit à autrui, incite à la haine, ou déshumanise des groupes vulnérables. Cette déclaration nie toute responsabilité morale associée aux paroles publiques, en ignorant l'impact que des propos haineux peuvent avoir sur les autres. Problème moral, cette vision irresponsable de la liberté d'expression ignore les obligations morales qui viennent avec le pouvoir de la parole publique. Note morale, 5 vaine mention, très insuffisant, car cette vision de la liberté d'expression nie les responsabilités morales associées à l'usage de la parole publique. Conclusion générale de l'analyse morale, Dieudonné adopte une approche moralement douteuse en évitant constamment de prendre la responsabilité de ses propos. Sa stratégie de défense repose souvent sur la victimisation, la minimisation des conséquences, ou la réappropriation des accusations pour détourner les critiques. Les passages analysés montrent un profond manque de sensibilité morale, que ce soit dans son utilisation de l'humour pour justifier des discours de haine ou dans son refus de reconnaître la gravité de certains de ses propos. Plutôt que de se remettre en question, il préfère renvoyer la faute sur les autres, ce qui empêche tout progrès moral. Moyenne des notes, 5-20 mentions générales, très insuffisant. Ok, ChatGPT, ok, est-ce que tu aurais un peu le mot de la fin pour tout ça? Voilà. Conclusion sur l'interview de Dieudonné. L'interview de Dieudonné révèle un discours complexe, construit autour de plusieurs stratégies rhétoriques, politiques et morales, qui visent principalement à se victimiser, à détourner la responsabilité de ses propos, et à justifier des positions controversées sous couvert de liberté d'expression ou d'humour. 1. Sur le plan rhétorique, Dieudonné utilise plusieurs outils rhétoriques classiques pour se défendre face aux nombreuses accusations qui lui sont portées, notamment l'auto-victimisation, la réappropriation de symboles controversés, et l'inversion des accusations. Il essaie de se poser en martyr d'un système corrompu ou élitiste, mais cette posture manque souvent de sincérité. Bien que son discours puisse séduire une partie de son public, il repose sur des simplifications, des théories du complot, et des manipulations qui affaiblissent sa crédibilité. Son discours est fortement populiste et antisystème. Il oppose fréquemment les « élites » et le « peuple », en particulier lorsqu'il critique les médias ou la justice. Dieudonné instrumentalisait cette fracture pour mobiliser son audience, mais ses attaques contre les élites sont souvent fondées sur des stéréotypes et des théories du complot. Il justifie ses provocations en se posant en figure de résistance, mais cela masque la gravité de certains de ses propos, notamment ceux incitant à la haine. 3. Sur le plan moral, l'aspect moral est probablement le plus problématique de l'interview. Dieudonné refuse de reconnaître la responsabilité de ses propos, qu'il s'agisse de ses blagues sur la Shoah, de ses associations avec des figures négationnistes, ou de ses accusations de racisme envers ses critiques. Plutôt que de faire preuve d'empathie ou d'autocritique, il se cache derrière l'humour ou la liberté d'expression pour minimiser l'impact de ses paroles. Moralement,
Ce refus d'assumer ses torts et cette banalisation de discours dangereux montrent une absence de sens éthique et une insensibilité aux conséquences réelles de ses propos. Impression générale, l'interview de Dieudonné s'inscrit dans un effort de repositionnement après des années de controverses, mais elle échoue à apporter des justifications morales ou politiques convaincantes pour ses actes et paroles passées. Son recours constant à la victimisation, à la rhétorique conspirationniste, et à l'humour pour légitimer des propos inacceptables montre un manque de responsabilité personnelle et une insensibilité envers les communautés touchées par ses propos. Globalement, l'interview laisse une impression de manipulation rhétorique, sans réelle remise en question, et montre les limites d'une posture qui cherche à minimiser des propos moralement et juridiquement condamnables. 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 Voilà, c'était la fin de ce podcast avec ChatGPT et Martin Eden en direct du Cyber-Wokistan. Bisous à vous.